Dans la vidéo précédente, j'ai raconté comment la découverte de sa double vie m'a laissé sans repère, sans colère visible, mais profondément déplacé. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de messages, ni de téléphone, ni de preuves concrètes. Je vais parler d'un moment plus discret, presque invisible, celui où quelque chose a changé en moi alors que, extérieurement, tout semblait encore tenir. Il continuait à rentrer aux mêmes heures, à parler de choses ordinaires, à occuper l'espace comme avant. Rien ne justifiait une accusation, rien ne permettait une certitude. Pourtant, à l'intérieur, un basculement silencieux s'est produit. Ce n'était pas une intuition spectaculaire, ni une peur soudaine. C'était une sensation calme, persistante, impossible à repousser. Comme si mon regard sur lui s'était déplacé d'un demi-centimètre, juste assez pour que tout paraisse identique, mais jamais plus tout à fait pareil. Ce jour-là, j'ai compris que certaines vérités ne demandent pas de preuves pour exister. Elles s'imposent autrement, par une cohérence intérieure qui ne cherche pas à convaincre, mais qui refuse désormais de se taire, sans aucun bruit ni mise en scène. Si cette histoire fait suite à la précédente, elle peut être écoutée seule. Ce que je vais raconter aujourd'hui ne repose pas sur des faits visibles, mais sur un déplacement intérieur précis. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il arrive qu'un esprit rationnel accepte une vérité avant même de pouvoir la démontrer. Pas par faiblesse. Par lucidité. Parce qu'il existe un moment où continuer à douter de soi devient plus dangereux que d'admettre ce que l'on sait déjà, sans pouvoir encore le prouver, calmement, sans tension inutile. Si vous n'avez pas vu comment tout a commencé, il est possible de revenir en arrière. Le lien apparaît en haut de l'écran et se trouve aussi dans la description. Ce que je vais raconter maintenant prend tout son sens à partir de ce premier récit. Non pas parce qu'il faut suivre un ordre précis, mais parce que certaines histoires s'éclairent avec le temps. La précédente parlait de faits. Celle-ci parle d'un moment intérieur, plus difficile à nommer. Les deux sont liés. Sans ce qui s'est passé avant, ce que je vais décrire pourrait sembler abstrait. Avec ce contexte, il devient plus lisible. Il ne s'agit pas de convaincre, ni d'expliquer. Simplement de situer ce moment précis dans une continuité. Là où les événements visibles s'arrêtent, quelque chose d'autre commence. Et c'est exactement de cela dont il est question ici. À ce moment-là, rien n'était clairement anormal. Pas de cris, pas de dispute, pas de tension visible qui aurait pu justifier une inquiétude précise. De l'extérieur, notre vie semblait simplement suivre son cours. Les journées se ressemblaient, les habitudes tenaient, les échanges restaient corrects. Il travaillait, il rentrait, il occupait sa place. Rien ne débordait. Rien ne s'effondrait. Et c'est précisément cela qui rend certaines vérités si difficiles à accepter. Quand tout paraît fonctionner, l'esprit s'appuie naturellement sur cette continuité. On se dit que l'absence de conflit est un signe de stabilité. Que le calme est une preuve. Je pensais encore ainsi. Je regardais notre quotidien comme une confirmation silencieuse que tout allait bien. Je me disais que s'il y avait un problème, il se manifesterait forcément d'une manière ou d'une autre. Un mot de trop. Un geste déplacé. Une faille visible. Mais certaines réalités ne provoquent aucune secousse immédiate. Elles s'installent dans un décor parfaitement ordinaire, sans jamais déranger l'équilibre apparent. Rien ne semble faux. Rien ne semble urgent. Et c'est dans cette normalité tranquille que l'on peut rester longtemps sans rien remettre en question, simplement parce que tout continue à tenir. Avec le recul, je comprends à quel point cette normalité était confortable. Elle me permettait de ne pas regarder plus loin que ce qui était visible. Tant que les repères extérieurs restaient en place, je n'éprouvais pas le besoin de douter. Les horaires, les gestes, les silences eux-mêmes me semblaient cohérents. Je confondais régularité et sincérité. Je pensais que la vérité se trahirait forcément par un désordre apparent. J'ignorais encore que certaines choses peuvent être profondément fausses tout en restant parfaitement organisées. Cette illusion de stabilité m'apaisait. Elle m'évitait des questions difficiles. Elle me donnait l'impression d'un contrôle tranquille sur la situation. Et surtout, elle me protégeait d'une idée que je n'étais pas prête à envisager. Car admettre que quelque chose puisse être déjà cassé sans jamais s'être brisé demande un courage particulier. À ce stade, je n'étais pas dans le déni. J'étais simplement attaché à ce qui semblait fonctionner. Je choisissais de faire confiance à ce que je voyais,
Parce que remettre en cause cette normalité aurait signifié accepter que le problème ne se situe pas dans les faits, mais ailleurs. Et cette possibilité-là restait encore trop inconfortable pour être regardée en face. Cette normalité n'était pas un mensonge évident. C'était une surface lisse, sans aspérité. Et plus elle semblait intacte, plus il devenait difficile d'admettre que quelque chose, en profondeur, avait déjà commencé à se déplacer silencieusement. Puis, quelque chose s'est déplacé. Pas dans ce qu'il disait, pas dans ce qu'il faisait de visible, mais dans sa manière d'être là. Il était présent physiquement, assis à la même place, respectant les mêmes horaires, partageant les mêmes espaces. Pourtant, sa présence n'avait plus le même poids. Ce n'était pas une absence franche, ni un retrait évident. C'était plus subtil. Comme une attention qui ne s'accrochait plus. Un regard qui passait sans vraiment s'arrêter. Ce n'était pas ce qu'il faisait qui m'inquiétait. C'était ce qu'il ne faisait plus. Il ne posait plus certaines questions. Il n'écoutait plus de la même manière. Les échanges devenaient plus courts, plus fonctionnels, débarrassés de cette curiosité discrète qui existait avant. Rien de brutal. Rien de condamnable. Et c'est précisément ce caractère discret qui rendait ce décalage difficile à nommer. J'avais l'impression d'être face à quelqu'un qui occupait toujours sa place, mais dont l'engagement intérieur s'était légèrement déplacé, sans jamais me prévenir. Ce premier décalage n'a pas provoqué de réaction immédiate. Je ne l'ai pas interprété comme un signal d'alerte. Je l'ai rangé parmi les choses ordinaires, celles que l'on explique par la fatigue, les années, les préoccupations extérieures. Je me disais que tout le monde traverse des périodes de retrait. Pourtant, une gêne persistait. Une sensation discrète, mais constante. Comme si je parlais parfois à quelqu'un qui n'était déjà plus entièrement là. Je ne pouvais pas l'accuser. Je ne pouvais rien formuler. Alors je me suis tue. Et ce silence, au lieu d'apaiser ce décalage, a commencé à lui laisser plus de place. À partir de là, quelque chose s'est inversé en moi. Je n'ai pas commencé par douter de lui. J'ai douté de moi-même. Je me demandais si je n'interprétais pas mal des choses ordinaires. Si je n'étais pas devenue trop attentive, trop vigilante, presque injuste. J'avais peur de me tromper. Peur de projeter un malaise intérieur sur une réalité qui n'en était peut-être pas une. Mais cette peur était doublée d'une autre, plus silencieuse encore. Celle d'avoir raison. Parce que si j'avais raison, alors il aurait fallu regarder en face une vérité inconfortable. Alors j'ai choisi le chemin le plus discret. Je me suis tue. Pas par faiblesse. Par prudence. Je pensais qu'en gardant le silence, je protégeais un équilibre fragile. Je me disais que nommer ce que je ressentais risquait de le rendre réel. Alors je retenais mes questions. Je surveillais mes mots. J'observais davantage que je ne parlais. Cette retenue m'isolait peu à peu. J'étais présente, mais intérieurement seule. Et plus je gardais pour moi ce doute naissant, plus il prenait de place. Sans bruit. Sans agitation. Juste là, constant, pesant. Cette solitude n'était pas visible. Elle ne se manifestait pas par des larmes ou des plaintes. Elle s'installait dans les moments ordinaires, ceux où l'on partage un espace sans vraiment se rejoindre. Je continuais à faire ce qu'il fallait faire. Les gestes du quotidien restaient les mêmes. Mais intérieurement, je me sentais de plus en plus seule face à mes pensées. Je n'osais pas en parler, parce que je n'avais rien de concret à dire. Aucun fait précis. Aucun reproche clair. Seulement une accumulation de sensations difficiles à expliquer. Et cela me mettait dans une position inconfortable. Comment exprimer un malaise sans preuve, sans accusation, sans mots justes? Alors je gardais tout pour moi. Je rationalisais. Je me disais que le temps arrangerait les choses. Que cette impression finirait par passer. Mais au lieu de disparaître, elle s'approfondissait. Je comprenais peu à peu que ce silence que je choisissais me protégeait moins que je ne le pensais. Il me coupait aussi de moi-même. À force de ne pas écouter ce que je ressentais, je m'éloignais de ma propre perception. Et cette distance intérieure devenait aussi lourde que celle que je sentais entre nous. Je découvrais alors une forme particulière de solitude. Celle que l'on vit à deux. Sans conflit. Sans rupture. Juste avec cette impression persistante d'être la seule à entendre un désaccord que personne d'autre ne semble percevoir. Comprendre n'a pas été une décision.
C'est venu progressivement, presque malgré moi. Je n'ai jamais cherché à l'accuser. Je n'en avais ni l'envie, ni la force. Accuser aurait supposé une certitude, une colère, une confrontation. Or je n'étais dans aucun de ces états. J'étais simplement attentive. Je regardais. J'écoutais. Je remarquais les détails que l'on néglige quand tout va bien. Des silences un peu trop longs. Des réponses mécaniques. Une présence qui semblait répondre à une obligation plutôt qu'à un désir. Je n'interprétais pas immédiatement. Je laissais les choses exister telles qu'elles se présentaient. Comprendre, pour moi, c'était accepter de voir sans chercher à expliquer trop vite. Je n'avais pas besoin de preuves pour sentir qu'un équilibre était déjà rompu. Ce n'était pas une trahison spectaculaire. C'était un glissement lent. Et plus je l'acceptais intérieurement, moins j'avais besoin de poser des questions. Non par résignation, mais parce que certaines réponses se donnent sans mots. Comprendre sans accuser, c'est reconnaître qu'un lien peut se modifier sans qu'il y ait forcément un coupable. C'est admettre qu'une distance peut exister sans intention manifeste. Et cette compréhension-là, aussi calme soit-elle, marque déjà un point de non-retour. Je n'ai pas cherché à vérifier quoi que ce soit. Je n'ai fouillé ni dans ses affaires, ni dans ses silences. J'ai observé ce qui était là, simplement. Et à force d'observer, une certitude tranquille s'est installée. Rien ne redeviendrait exactement comme avant. Pas parce qu'un événement allait survenir, mais parce que moi, j'avais changé. Comprendre sans accuser, c'était aussi accepter cette transformation intérieure. Reconnaître que je ne pouvais plus faire semblant de ne rien sentir. Que même en l'absence de mots ou de faits, quelque chose s'était définitivement déplacé en moi. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du moment où je n'ai plus réussi à faire semblant. Pas d'une scène violente. Pas d'une dispute. Pas d'une révélation brutale. Rien de ce que l'on imagine habituellement. Ce sera un instant presque insignifiant, vu de l'extérieur. Un moment calme, banal, sans témoin. Pourtant, c'est là que tout s'est joué. Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes explosions qui marquent une rupture, mais un silence trop clair pour être ignoré. Je raconterai comment, ce jour-là, j'ai compris que continuer comme avant n'était plus possible. Non pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de ce que je ressentais désormais avec une lucidité nouvelle. Ce moment n'a pas changé notre situation immédiatement. Il a changé mon regard. Et quand le regard change, le reste finit toujours par suivre. Ce sera le récit de ce basculement discret, celui qui ne laisse aucune trace visible, mais qui transforme définitivement la manière d'être présent dans une relation. Ce que je partagerai ensuite n'est pas une conclusion. C'est un point de passage. Le moment précis où l'on cesse d'attendre que quelque chose s'améliore de lui-même. Où l'on comprend que rester immobile est déjà un choix. Cette prochaine étape ne parlera pas de décision finale, mais de lucidité. De ce seuil intérieur que l'on franchit seul, sans témoin, sans annonce. Celui après lequel on ne peut plus revenir en arrière, même si extérieurement, rien ne change encore.